tous, bienvenue sur Agile is not enough, le podcast où on vous parle d'agilité, de lean, de pensée systémique et de toutes ces petites choses qu'on aime tant implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de Val, mi compadre. Comment ça va? Toujours, ça va super, il fait chaud, on est chaud. Et Il toi, fait comment chaud, il fait chaud, on est bien, on est au frais quand même, heureusement. ça va? Ouais, un peu caliente quand même. Un peu caliente, j'avoue. Mais je viens du sud, tu connais l'histoire. Ouais, bien sûr. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir un formidable gars, et pas seulement parce qu'il est coach, mais vraiment parce que je le kiffe et qu'il a les mêmes initiales que moi. Julien Bourguignon. Salut. Bienvenue à toi, Julien. Comment ça va? Salut à tous. Salut Doc. Salut Val. Ça va très bien et je suis super content surtout d'être avec vous. En dehors d'une grosse fiesta, dans un autre contexte. C'est la première fois que ça nous arrive, je crois. Et donc je suis très content. C'est vrai. Premier rendez-vous pro entre nous. C'est vrai. Excellent. Plaisir partagé, Jules. Excellent, carrément partagé. Écoute, tu es là pour nous parler d'un sujet que je trouve forcément très intéressant. C'est le parallèle entre le coaching agile et le coaching d'une équipe de footballeurs, de jeunes footballeurs pour être même précis. Alors, si tu permets, je vais pour nos auditeurs te présenter et puis tu me diras si tu veux ajouter quelque chose à la fin. Donc, tu te dis être un grand passionné de sport collectif parce que tu considères que la collaboration entre les êtres humains, c'est l'un des plus grands défis de l'humanité. Donc, ton leitmotiv, c'est de mettre en mouvement un ensemble de personnes, donc une équipe, vers l'atteinte d'un objectif commun. Et l'idée, c'est que si vous y arrivez ou pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que vous en tirez collectivement comme leçon pour vous améliorer, pour faire mieux la prochaine fois. Et donc, c'est tout naturellement que ça t'a mené à devenir coach agile et coach de foot. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? J'ai presque envie de dire que tout est dit. C'est bien la chose qui me fait lever le matin. C'est bien d'être fort individuellement, c'est bien d'avoir des compétences, c'est bien d'avoir des capacités, mais finalement la difficulté c'est d'allier, de regrouper toutes les personnes qui ont des capacités, qui ont des compétences, qui ont plein de qualités, les relier entre elles pour atteindre un objectif encore plus grand. Seul on va plus vite. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Proverbe africain. Exactement. Ah ouais? Ouais. Eh ben, respect. Voilà, donc tout est dit. Excellent, merci mon Jus. Alors, sans transition, on va rentrer directement dans le sujet. Ma première question à toi, et je pense qu'elle est naturelle, c'est quel est le parallèle que tu vois entre coaching agile et coaching d'équipe de foot? Quelles sont les différences et quelles sont les similitudes selon toi? Les similitudes, c'est qu'on on va tout le temps vers un objectif en commun, collectivement. Donc ça reste vrai pour des personnes de 70 ans comme des personnes de 30 ans ou des enfants de 10 ans. En l'occurrence, pour une équipe de foot, c'est, en ce qui me concerne en tout cas, c'est des 14, 15 et 16 ans. Les moyens sont différents. Les outils qu'on utilise sont différents et surtout la plus grosse différence, c'est que les gars d'une équipe de foot, ils ont déjà une passion commune et ils ont déjà adhéré à un projet qu'on leur proposait et ils ont signé une licence. Cette adhésion-là, on l'a pas forcément quand on s'adresse à une entreprise ou à des dirigeants ou à une équipe opérationnelle ou une équipe IT. Il faut déjà convaincre et c'est une étape qui est vraiment pas facile à faire, à avoir fédéré autour d'un projet. Si déjà tu n'arrives pas à fédérer autour du projet, dans le monde professionnel, tu peux déjà t'arrêter là presque et tu as perdu ton pari. Alors que une équipe de jeunes, ils savent pourquoi ils sont là, les moyens qu'on va leur mettre à disposition et l'objectif qu'on va atteindre tous ensemble. Alors du coup, sous question là-dessus, pour le prendre dans l'autre sens, est-ce que tu as des similitudes entre dans la non-adhésion quand tu as par exemple des gamins qui sont inscrits au foot et qui veulent pas en faire et qui en sont inscrits un peu de force par leurs parents par exemple? Est-ce que tu vois des différences avec des entreprises susnommées qui veulent pas, qui n'ont pas d'adhésion, qui réunissent pas le prochain, qui rejoignent pas le projet, pardon? Il y a une similitude, sauf que c'est beaucoup moins contraignant dans une équipe de foot parce que finalement, l'enfant qui n'y adhérera pas va s'isoler
des autres qui ont finalement été moins contraints que les parents à signer une licence de foot. Ouais. Ils ont déjà envie de faire du foot, en vrai. Ouais. Une Ouais, équipe. t'as une motivation qui est présente dès le départ et t'as donc un Et la masse est engagement. plutôt présente, quoi. C'est Eh ouais. ça. Après, la manière de faire, ils peuvent ne pas y adhérer. La difficulté aussi, c'est que parfois ils n'ont pas le niveau. Et donc ils sont moins impliqués et on a des joueurs qui ramassent les pâquerettes sur le terrain et d'autres qui veulent gagner les matchs. Et faire jouer Ouais. ces personnes ensemble, c'est un vrai défi. Et c'est finalement ce qu'on retrouve dans le monde pro, C'est- Eh oui. Eh oui. entre les C'est gens un qui adhèrent super au parallèle, projet, ça. qui vont Ouais. suivre ton projet parce que tu as eu des arguments qui ont été percutants, qui ont permis de convaincre les personnes que oui, il fallait aller dans cette direction et allons-y tous ensemble. Et puis il y a des personnes qui adhèrent pas. Et donc là, il y a une vraie Ouais. similitude. Mais après, j'ai moins de difficulté à écarter un gamin en parlant aux parents, en leur disant peut-être qu'il devrait faire un autre sport. Mais ça m'est déjà arrivé en plus. Ça m'est déjà arrivé de leur proposer un Bien sport sûr. individuel parce que l'enfant n'aimait pas les sports collectifs. Et forcément, c'est plus difficile de faire ça en entreprise. Hein, tu dis, écoutez, celui-là, euh, Votre mettez-le en PDG, là, indépendant. faut que je vous en parle, votre PDG, là. Et pour être honnête, je fais ça de manière bénévole dans l'équipe, donc l'argent n'a rien à voir là-dedans, ce qui est finalement assez persuasif. Ok, bah Ouais, il y merci a moins pour de ça. biais au final, Bah oui, c'est en ça. somme. C'est ça. Mais il y a des vraies similitudes, hein. C'est ça, c'est Ouais. exactement ça. On a un groupe d'adhérents Ouais. et il faut s'appuyer sur ces personnes-là pour convaincre les autres. D'ailleurs, mais ça c'est la vraie Mm. similitude avec le coach en entreprise. Ouais. Et pas forcément essayer de convaincre le ou les personnes réfractaires au projet. C'est plutôt s'appuyer sur ceux qui sont qui adhèrent déjà au projet et qui vont finalement spontanément être les porte-parole du projet à ma place et vont beaucoup plus facilement convaincre, d'autant qu'ils se connaissent souvent bien Beaucoup les plus. uns Bah les oui, autres. forcément. Et si d'autres personnes en qui ils ont confiance ont été convaincus, je pense que tous les mots que je pourrais dire n'auraient servi à rien et je pense qu'ils y adhéreront naturellement ensuite. Ou Ouais, puis même c'est beaucoup moins difficile de se frotter à un papa en face quand tu sors quelqu'un que de se frotter au Ça RH. dépend du papa. J'ai des costauds hein, quand même. évidemment. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'est sûr que les mêmes mots, qu'ils soient dits par toi ou dits par quelqu'un qui connaissent, avec qui ils ont l'habitude de travailler et tout ça, c'est pas le même impact. Exactement. Et je m'appuie beaucoup sur ce levier-là de porte-parole qui me porte ma parole, mes ambitions, nos objectifs. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément super important, c'est si on arrive à gagner un premier match, deuxième match, et qu'on montre que le projet et en tout cas les méthodes qu'on utilise fonctionnent, une vraie similitude avec le monde professionnel, ça. Il y a plein de gamins qui vont y adhérer parce qu'ils voient que bah voilà, ok, on travaille dur. Il y a beaucoup d'exercices physiques, on touche pas assez le ballon aux entraînements et tout ça, mais on sait pourquoi. Parce que derrière, on a gagné 1, 2, 3 matchs. Voilà, c'est beaucoup plus difficile si on n'arrive pas à faire les preuves que nos méthodes fonctionnent assez rapidement. C'est plus difficile. Et dans le monde du travail, c'est une vraie similitude avec ma petite équipe de foot. Bah justement, on a parlé de beaucoup de similitudes et moi, il y en a une que je vois forcément très vite, c'est que sur le terrain, pour gagner un match, il faut deux choses essentielles qu'on va retrouver exactement dans l'entreprise, voilà, c'est la collaboration et la communication entre les joueurs, entre les membres de l'équipe, on Ouais. va dire ça comme ça. Alors, comment toi, tu fais pour favoriser ça au sein de ton équipe de footballeurs versus au sein d'une équipe que tu dois coacher ou accompagner? C'est exactement la même chose sur un terrain Mhm. que en entreprise ou dans une équipe dans une équipe agile. C'est exactement la même chose. On va s'appuyer sur les qualités de chacun, mais surtout
on doit orchestrer les compétences, les qualités, la vivacité d'un joueur ou la vivacité d'esprit d'un collaborateur ou toutes les compétences et les qualités qu'ils peuvent avoir, les mettre en commun pour que ça apporte le plus de valeur, j'ai envie de dire, le plus de valeur à ce qu'on va, le match qu'on va produire, ou alors le produit qu'on va livrer, ou une partie du produit ou des fonctionnalités qu'on va livrer. Donc voilà, c'est très compliqué. Je vous donne comme exemple, la catégorie que j'ai entraînée cette saison, c'était des U14. C'est des enfants qui connaissent pas au début de saison, ils ne connaissent pas le foot à 11, le foot sur un grand terrain, 11 contre 11. Ils jouaient auparavant, à 13 ans, au foot à 8. Ils étaient 8 contre 8. Et c'est une énorme différence pour un jeune de passer d'un demi-terrain à un grand terrain, surtout dans l'occupation de l'espace, dans le jeu en collaboration avec 11 et puis 8. Dans le jeu, dans le positionnement sur un terrain, il est défenseur, il est milieu ou il est attaquant. Et ben dans une équipe agile, c'est pareil. On a des développeurs, on a des testeurs, on a des business analysts, on a un petit peu toutes les compétences. Il faut qu'ils restent à la fois à leur place, mais leur donner assez de flexibilité pour qu'ils s'expriment pleinement et qu'ils fassent potentiellement du dépassement de fonction pour qu'ils puissent apporter encore plus de valeur que ce qu'ils ont sur le papier. Et ça, c'est super intéressant. Je vous avoue que en début de saison, le jeu sur un grand terrain, c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai pour exemple que en début de saison, en U14, j'ai rencontré une équipe de foot à 8, donc des U13, un an de moins, qui avait toujours joué en foot à 8. Et on a fait un résultat de 2-2 sur un grand terrain, sur un foot à 11. Après toute une saison de foot à 11 avec ces jeunes que j'ai pris en charge, on a refait le match qu'on avait fait en début de saison, en fin de saison contre la même équipe qui, elle, avait travaillé et avait fait toute une saison en foot à 8. On a gagné 11-0. Et donc, c'est pour montrer qu'en fait, la différence, elle est c'est là, ça, c'est que le travail paye. Il faut axer un entraînement de foot à 8 sera jamais le même qu'un entraînement de foot à 11. Les capacités physiques d'un enfant de 14 ans, on sait qu'à cet âge-là, il se développe énormément. Donc il y a aussi ça qui joue, mais c'était flagrant sur le terrain. Des jeunes sur un terrain à 11 qui ont l'habitude de jouer à 8, ils étaient perdus. Donc c'est juste pour expliquer aussi que le changement est hyper important et l'accompagnement au changement est hyper important dans l'entreprise, c'est pareil. C'est que un tel changement, et des fois on sous-estime le poids d'un changement dans une entreprise ou pour une équipe, il doit être très accompagné. Vraiment même être un peu lourdingue dans l'accompagnement pour qu'il soit plus à l'aise et qu'on change pas trop vite. On adopte un rythme. Et donc pour faire le parallèle avec tes gamins que tu accompagnais, donc le foot à 8 aujourd'hui ce serait de la compétence silotée et on se dépasse pas de la fonction comme tu disais, et le foot à 11 serait donc passer dans une équipe type agile où on va chercher un profil hanté, expertise avec un peu de connaissances autour, c'est ça? On va peut-être pas le chercher, pardon, excuse-moi, oui, je pense juste à un truc, on va peut-être pas le chercher mais on va essayer de le créer, je pense. Oui, bien sûr, mais c'était pour clarifier le parallèle. Tout à fait. Que ça soit pas perdu. Ça peut être un parallèle. Ce que je vois aussi comme parallèle, c'est la mise à l'échelle. Souvent, on passe à une étape supplémentaire, un palier plus compliqué. On rajoute une équipe dans le train ou je ne sais quoi. Ou même on crée un train de toutes pièces. On crée un train de toutes pièces. Exactement. Tu crées des squads de toutes pièces. Là voilà. Là on a normalement des équipes qui arrivent à maturité sur du foot à 11, et là c'est pareil, c'est des équipes qui grandissent et qui arrivent à maturité. Je dirais c'est ça, c'est des équipes qu'on commence à coacher au début et qu'au bout d'un moment, avec de l'expérience, avec des erreurs, avec des loupés, avec des réussites, ils arrivent à gagner en maturité, à gagner en autonomie, à être complètement indépendant, même sans besoin de coach, sans des fois besoin de scrum, ou alors il est là de temps en temps. Voilà. Et là, c'est pareil, quand les joueurs commencent à bien savoir jouer ensemble, à bien respecter un petit peu leur poste de défenseur, à être conscients que s'ils sont défenseurs et qu'ils montent,
il faut que le copain il couvre derrière. Ben là, c'est pareil. C'est de la collaboration et de la couverture entre les gens. Ouais. Et de la très bonne Et communication. très On a bonne déjà dit. communication. Exactement. J'en ai pas parlé. Une des choses qu'on leur apprend quand ils montent à foot à 11, c'est de se parler et surtout d'annoncer les arrivées de défenseurs. Ça monte, attention derrière, se communiquer entre eux, ce qu'ils arrivent à faire qu'après 10 mois de foot à 11. Il y a que le dernier mois où ils commencent à se parler. C'est flagrant. C'est C'est de la énorme. C'est maturité, énorme. c'est ça, c'est de la C'est énorme. maturité. Ouais. Je suis tellement d'accord. Et justement, tu parlais de changement, pas mal d'accompagnement du changement tout à l'heure, et clairement, pendant un match, moi je reviens sur le moment où il y a l'intensité du jeu qui est là, c'est-à-dire il faut par exemple, on peut représenter ça par un sprint, ça y est, on est lancé, il faut délivrer, ou une itération. Et comment toi tu aides les joueurs à s'adapter à ces situations changeantes sur le terrain? Tout d'un coup, il se met à pleuvoir, j'en sais rien, le terrain devient hyper mouillé. Je sais pas, tu vois, et on peut faire le parallèle avec ce qui peut arriver pendant un sprint ou une itération. Alors ça, c'est une des différences, c'est que avec le monde professionnel, je hurle sur le bord du terrain. Voilà, c'est ma seule méthode. Non, je les conseille, on les conseille beaucoup avant le match, à la mi-temps, après le match, on débriefe beaucoup. C'est vraiment exactement comme une équipe agile qu'on accompagne, qu'on prépare avant. J'ai envie de dire, c'est presque le PI planning ou le sprint planning où on planifie tout. Évidemment, il se passe des choses inattendues, impromptues, qui vont avoir un impact sur le planning initial. C'est pas grave. On a pris un but, on a pris 2 buts. C'est pas très grave. On essaie de comprendre pourquoi on a pris 2 buts. Peut-être qu'on était beaucoup trop faible en défense et on se replie et on met un joueur en plus en défense et j'adapte et je fais les changements en conséquence, moi, en tant que coach sur le bord du terrain. Après, c'est les joueurs qui jouent. C'est les joueurs qui délivrent, Ouais. c'est l'équipe qui délivre, mais on va faire les ajustements dès qu'on voit qu'il y a un petit problème, quoi, ou un changement à faire, tout simplement. Et les équipes, c'est pareil. On trouve toujours une solution pour bah voilà, on est en train de déraper sur ce sujet-là. On déborde trop. Pourquoi on déborde trop? On avait mal estimé, on avait vraiment sous-estimé la charge de travail. Bon, bah très bien. On en informe le PO, on en informe le product manager aussi. On leur explique la situation. Et Ouais. il y a toujours moyen d'arbitrer un autre sujet parce qu'on a mal estimé. Et voilà, ça arrive à tout le monde. Et ensuite, on refait un petit débrief post-match ou post-itération pour essayer de voir comment mieux estimer les prochaines fois ou comment ne pas prendre un 3e but. Voilà. Ou comment arrêter de perdre son temps avec les estimations, mais ça c'est un sujet pour un autre podcast. Comment faire une estimation très rapidement parce qu'on sait très bien qu'une estimation ce sera toujours faux. Voilà, exactement. Mais C'est être le moins faux possible. je vais pas me lancer là-dessus, c'est un de mes grands. je suis assez d'accord avec ça. Donc, ok, ben merci pour ça. Donc, moi, ce qui me vient toujours à l'esprit quand on parle de squad agile, d'équipe agile, machin, c'est que on essaie de leur donner de l'autonomie, mais l'autonomie, elle vient avec comment dire, le pendant qui est pour moi la responsabilité. C'est-à-dire, tu leur donnes la capacité de déterminer comment ils vont procéder, comment ils vont travailler, voilà, qu'est-ce qu'ils vont prendre pour ce sprint, cette itération, machin, tout ça. Mais en même temps, les gars, vous êtes responsables de ce que vous prenez en charge. Donc, vous vous engagez à faire le maximum pour livrer, machin. Et moi je me demandais, est-ce qu'il y a un parallèle comme ça avec les équipes de foot? Est-ce qu'il y a, on peut Oui. mettre en parallèle On peut le mettre en parallèle. Alors, comme dans toute équipe ou organisation, il y a un cadre à respecter. Le cadre, il est tout bête hein, sur le terrain de foot, c'est les limites du terrain. Et les postes qu'on occupe, c'est un cadre, c'est des choses. Quand tu es défenseur, tu vas pas avoir le même type de jeu que quand tu es milieu, quand tu es attaquant. Et l'inverse est vrai. C'est pareil dans des équipes agiles où il y a un cadre à respecter, il y a des pratiques aussi à respecter et on a d'autant plus de pratiques quand on monte à l'échelle et je l'ai rencontré récemment dans la période professionnelle que je suis en train de vivre là en ce moment
chez le client, c'est qu'on est monté à l'échelle et du coup, on se retrouve avec à essayer d'harmoniser beaucoup de pratiques entre trains. Donc il y a 850 personnes. Je suis à la tête d'un train de 120 personnes. Sauf que chaque équipe avait des pratiques différentes au sein du train. Donc on a commencé à harmoniser ça. Vous avez combien d'équipes? 8. Vous avez combien d'équipes dans le train? 8? 120 personnes? Ouais, elles c'est des sont grosses assez équipes, grosses, hein. certaines, oui. Ouais, en effet. C'est un problème, hein, mais bon, il y a des fois, il faut faire avec. Et donc, il y a une espèce d'harmonisation au sein du train. Et quand tu montes à l'échelle, il faut aussi que tu ailles voir ce que font les autres trains, parce que maintenant, tu es dans une solution complète. Et finalement, les pratiques que tu avais essayé de mettre en place au niveau du train, il y a certains petits ajustements à faire, des petits coups de tournevis. C'est pas un problème. Là, on n'a pas trop ce problème-là. Ouais. Dans une équipe de foot. Le foot, c'est du foot. Tout le monde connaît les règles du jeu. Ne pas jouer avec les mains. Les hors-jeux. Alors, tout le monde connaît pas les hors-jeux. Hein, ça, c'est peut-être la règle la plus compliquée au foot. Mais voilà. Le cadre, il est là. Il y a des règles du jeu. Il y a aussi des règles de l'équipe. On a une stratégie de jeu qui est plutôt toute fraîche quand il démarre la saison et qui s'affirme et qui se met en place tout au long de la saison. Et après, c'est des règles qui commencent maintenant, qui maîtrisent de mieux en mieux. Donc voilà, c'est une équipe, quoi. C'est comme une équipe agile où on a un cadre, il faut respecter, rentrer dans ce cadre-là, tout en essayant de laisser de l'autonomie pour justement ces fameux dépassements de fonction qui seraient des montées de défenseurs ou des milieux qui redescendent en défense. Voilà. Et Mais surtout, moi, il y a un truc que je trouve super important dans ce que tu as dit, Jalil, et qui est un parallèle parfait avec les équipes de foot, c'est que tu vas jamais demander à tes équipes de mettre tant de buts. Et en fait, tu as dit tout à l'heure que tu vas les demander enfin, tu t'organises et tu débriefes, etc., pour aller donner le meilleur de toi-même. Et ça, c'est le meilleur parallèle possible avec les équipes agiles, parce que certes, on va mesurer l'avancement, etc., de plein de manières, mais par contre, au final, tu vas aller vraiment demander le meilleur aux gens parce que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer, parce que tu essaies de dealer avec la complexité, etc., quoi. Et jamais tu vas dire, bah, tu me mets tant de buts, tu me fais tant de c'est ça. de dollars de revenus, etc. Et pour qu'ils puissent donner leur meilleur, excuse-moi, je t'ai coupé Val, mais pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut que le cadre il soit pas non plus trop rigide, trop fermé. Bien sûr. Il faut laisser des portes ouvertes, il faut laisser s'exprimer les gamins et tout ça. Et c'est là toute la difficulté, c'est que ça peut être super payant parce que un joueur il est allé marquer un but alors que c'était pas vraiment sa position et tout ça. Par contre, si on en prend un ou deux parce qu'il est plus là, bon ben voilà, le cadre il faut le respecter tout en laissant libre cours à l'expression personnelle individuelle. C'est pas facile. Ouais, en fait, tu leur donnes cette flexibilité, parce que c'est un sujet qui tourne en ce moment entre agile et flexible, voilà, qui leur donne cette flexibilité, mais au sein du cadre. Au sein du cadre, c'est ça. Oui, c'est ça. La flexibilité au sein du cadre, c'est pas tu rends le cadre flexible. Exactement. Et ça, on passe le message à tout le monde, ça suffit avec ça. C'est pas je fais ce que je veux quand je veux, l'agilité. Oui, ton cadre, il est défini, et dedans, tu fais ce que tu veux, mais tu sors pas du cadre pour dire que t'es flexible, ça n'a pas de sens. Sinon, tu casses la cohésion d'équipe, tu casses les codes un peu communs de tout le monde, quoi. Absolument. Et la progression. Et en parlant de progression, merci de me tendre la perche, mon cher Val. Je t'en prie. Eh oui, magnifique, tout est répété 100 fois avant le podcast, tu sais. Au moins. Comment tu fais? Alors, tu sais que pour toutes les équipes agiles, les équipes, peu importe, on essaie toujours de mesurer leur performance, tu vois. Et toi, de ton côté, est-ce que tu vois effectivement un parallèle? Comment tu fais le parallèle entre la mesure de la performance de ton équipe de foot et la mesure de la performance de tes équipes agiles? Ou même non agiles, que tu essayes d'agiliser, mais voilà. Je mesure factuellement les progrès individuels des équipes et les progrès collectifs. On fait des tests en début de saison, en septembre. On fait des tests en décembre, janvier. Et on fait un troisième test en juin. Des tests tout bêtes, de la jonglerie, pied gauche, pied droit, tête. Le nombre de passes qu'ils sont capables de faire collectivement. Des sprints, vitesse pure, endurance, la VMA. Voilà, tous ces tests-là, c'est
c'est comparable au KPI qu'on peut générer pour une équipe agile. Ça permet des fois de mesurer les progrès et souvent c'est assez notable. Si on regarde tous les KPI qui sont générés, sont pas forcément aussi pointus que ça, enfin aussi utiles que cela, je trouve. Hein, mais c'est un avis. Ouais, c'est ça. Après, tu peux faire un parallèle. La vélocité, tu l'as dans ta VMA. Donc c'est vitesse maximale atteinte, c'est ça? Non, c'est vitesse maximale d'aérobie. D'aérobie, d'accord. Tu peux faire des parallèles, mais ce qui est important là-dedans, c'est que t'en as pas qu'un seul qui va être important. Si tu te bases que sur l'endurance et que tu oublies, comme tu disais, les jongleries, les passes, etc., ça n'a aucun sens. Voilà. Donc au final, c'est des KPI, pas de résultats, mais de progression, comme tu dis. C'est vachement C'est intéressant. ça, il y en a pas énormément, ça nous prend juste un entraînement à faire, ces tests-là, donc faut pas que ce soit complètement démultiplié, que ça serve à quelque chose et que ce soit parlant, c'est tout. 5, ça suffit. J'adore que tu dises, il y en a pas énormément. Totalement. Parce que, tu sais, dans les organisations, on aime tout mesurer, parce que ça se mesure, tu vois. Alors, mesurons, on sait jamais, ça peut apporter de l'info, mais... Après, c'est comme le big data, en soi, d'avoir toutes les infos, c'est cool, tu vois, mais est-ce que tu vas toutes les exploiter? Là, c'est autre chose. Et un autre élément aussi... Death by KPIs. Pardon. Un autre élément qui va de pair, à chaque test qu'on fait, et on peut faire le parallèle dans le monde professionnel aussi quand tu es coach agile, on combine l'entraînement, la session de test avec un entretien individuel. Avec le joueur pour parler de choses en dehors du foot, de sa vie personnelle, s'il veut s'exprimer, des problèmes qu'il rencontre dans l'équipe, comment ça se passe à l'école, et on essaye de comprendre un certain nombre de choses plutôt psychologiquement pour c'est bien comprendre l'enfant, parce que parfois on comprend pas un certain nombre de réactions qu'il peut avoir. Il a un contexte familial et des fois c'est très compliqué pour certains, un contexte scolaire qui est aussi des fois compliqué ou des fois très bien. Et tous ces éléments-là, ils rentrent en compte dans les estimations, dans l'évaluation qu'on fait, et surtout la compréhension du joueur. Je peux me targuer de connaître mes joueurs parfaitement. Et je connais beaucoup de choses d'eux, et c'est très bien. Message à tous les managers qui nous écoutent. Et tous les accompagnants aussi, tous les coachs, etc. Exactement. N'oubliez pas vos entretiens avec les personnes, les collaborateurs, et surtout quand vous faites un entretien, n'oubliez pas de parler 10% du temps et que lui te parle 90% du temps dans l'entretien. C'est beau. Brillant. Eh ben, c'est sur ces belles paroles qu'on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'on a gratté 1 minute de plus, Val? Je sais pas. Oui, petit à petit, on va arriver à l'heure, ça va arriver. Fin 2023, on fait 1h20. En tout cas, merci infiniment, Jus. Merci, mon Val, comme toujours. Merci beaucoup. C'était super, mon Jus. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de me donner ce pupitre à la Doc et Val. C'était génial. J'adore toutes vos émissions. Je reviendrai avec plaisir dans 1 an. On s'en refait un sur le thème l'alcool et toi, si vous voulez. Avec plaisir, mon jeu. Et on fera ça bien. Hein, on fera ça bien. Voilà. En tout cas, merci à nos auditeurs pour leur fidélité. N'oubliez pas de partager, de commenter, de nous soutenir. Je vous dis à très vite et rendez-vous au prochain épisode sur Agile is not enough. À bientôt. Bye bye.